Tac, donc on démarre donc sur les clés de l'amélioration continue aujourd'hui. Et donc la première question que je voudrais vous poser, c'est finalement pour vous, qu'est-ce que ça signifie l'amélioration continue? Alors pour ça, je vous propose d'utiliser le chat de Zoom. Donc vous pouvez utiliser le petit icône donc, qui s'appelle discussion en bas de votre écran. Et allez-y, écoutez, j'écoute vos propositions. Qu'est-ce qu'on entend finalement par amélioration continue? Qu'est-ce que ça fait résonner en vous? L'amélioration est infinie. Christophe qui nous propose effectivement. Alors effectivement, il y a cette idée de ouais, les nouveaux challenges sont perpétuels et c'est une route sans fin. Tout à fait. Alors la résolution de problèmes au quotidien, effectivement, vous verrez qu'on sera vraiment sur ce sujet de résolution de problèmes. En fait, on verra effectivement que la résolution continue, ça passe par le fait de lever ces obstacles. Dorothée nous dit une remise en question constante. Oui, ça c'est un des principes effectivement, c'est, parfois on vit avec des cailloux dans la chaussure, avec des problèmes avec lesquels on s'est habitué à vivre et là l'objectif ça va être effectivement de se dire: «Bah non, on peut lutter contre certains de ces cailloux dans la chaussure et on va voir qu'il y a une méthode pour ça». Alors Guillaume, nous dit: «Réduire le gap entre la situation actuelle et la situation désirée». Effectivement, alors là, on voit qu'on a déjà quelqu'un qui a priori a déjà, touché du doigt certains aspects du Lean, puisque ça c'est complètement en écho avec, ce qu'on va voir aujourd'hui. La réflexion sur comment faire mieux. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Qu'est-ce qui aujourd'hui dans la situation actuelle est pas satisfaisant? Et Béatrice nous dit: «Tester, mesurer pour améliorer». Alors vous voyez, cette idée, c'est intéressant, hein, de tester des choses pour améliorer. Donc vous voyez qu'on ne sera pas forcément sur des solutions toutes faites, hein, des solutions magiques qui vont tout résoudre d'un coup, mais cette idée d'expérimenter des petites améliorations. Heu, voilà, on a madame Thierry qui nous dit création de standards. Alors, c'est pas un sujet qu'on va aborder aujourd'hui effectivement, parce que c'est un peu plus poussé dans la démarche Lean, mais c'est cette idée effectivement finalement de savoir, comment réaliser certaines opérations, certaines activités. Ça fera partie effectivement de la démarche Lean, mais peut-être dans un second temps. Très bien, merci pour ce premier moment déjà d'échange. Effectivement, l'amélioration continue, on voit que ça passe par la résolution des problèmes, des obstacles. Et des problèmes, on en a tous, hein, des choses qui nous empêchent d'avancer, aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Et durant ce webinaire, vous verrez que je ferai des ponts justement entre la vie personnelle et la vie professionnelle parce que souvent la vie personnelle nous permet d'accrocher tout de suite, de faire le lien avec des situations qu'on a vécues personnellement. Même si bien évidemment, notre objectif aujourd'hui, c'est d'appliquer ces standards d'amélioration continue à notre vie professionnelle et à nos activités professionnelles. Donc des obstacles, on en a tous et ces problèmes, ces obstacles qu'on rencontre, ils sont pas neutres. Parce qu'ils ont pour effet, en fait, très souvent, de créer de la frustration, voire même parfois du stress, pour nous qui vivons, les impacts finalement de ces obstacles. Et puis ils ont également un impact souvent aussi pour nos clients. Alors soit nos clients internes, soit nos clients, finaux. Mais ces problèmes ont un vrai impact, c'est-à-dire qu'ils empêchent d'avancer et de délivrer, la valeur qu'on attendait, le dossier qu'on devait rendre en temps et en heure, qui est incomplet, qui va devoir être touché, une livraison d'un composant logiciel. Donc vraiment ces problèmes ont un impact sur les personnes, mais également, globalement sur l'entreprise et sur nos clients. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode pour résoudre ces problèmes. Et c'est une méthode qui est pas nouvelle, qui est issue de la démarche scientifique, donc ça date du XIIIe siècle, donc c'est quelque chose qui est très très ancien, et qui a été popularisé par quelqu'un dont vous avez probablement entendu parler, qui s'appelle Deming. Donc c'est un ingénieur américain. Et ce monsieur, il a popularisé en fait cette approche, donc qui vient de l'approche scientifique de résolution de problèmes. Et il y a cette citation que j'aime bien, ouais, qu'on y reviendra souvent, qui dit qu'effectivement, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Et vous allez voir que ça va être un des fondamentaux finalement dans la façon de poser un problème. On va devoir le mesurer pour pouvoir l'améliorer. Alors ce monsieur, il a donc popularisé donc l'amélioration continue à travers une méthode qui s'appelle le PDCA. Le PDCA, c'est un acronyme en 4 lettres qui est souvent symbolisé par cette roue donc avec 4 étapes qui sont le plan, le do, le check et le act. Cette roue, donc, elle symbolise vraiment l'amélioration. Vous voyez que c'est cette histoire de pente, hein, finalement, on gravit quelque part une montagne pour arriver vers un monde meilleur, une situation plus confortable et meilleure pour l'entreprise. Et donc, ce symbole de roue, bien sûr, c'est évidemment le fait de monter, de progresser petit à petit avec à chaque tour de roue. Alors maintenant, on va aller voir ce qu'il y a derrière chacune de ces 4 lettres du PDCA. Alors la première étape d'un PDCA, c'est ce qu'on appelle le plan.
Le plan, ça va consister finalement à bien poser notre problème. Et vous voyez que ça, c'est une chose qu'on ne fait pas toujours parce que souvent, quand on a un obstacle, on a tendance à se jeter très vite sur une solution, ce qu'on va considérer comme étant une solution. Et là, en fait, dans la démarche du PDCA, c'est une première proposition que nous fait Deming avec cette approche, c'est de bien poser le problème, parce qu'une fois qu'on aura bien posé le problème, on aura des idées d'action qui seront beaucoup plus efficaces pour éradiquer définitivement ce problème que l'on rencontre. Donc comment est-ce que ça se passe pour poser un problème? Bah, la première chose, c'est qu'on va poser le problème sous forme d'un écart. En ligne, un problème, c'est toujours un écart chiffré. On veut que ce soit quelque chose de mesurable et de tangible. Par exemple, si je dis que aujourd'hui, je pèse 80 kilos et qu'avant les vacances, j'aimerais bien perdre un petit peu de poids, donc j'aimerais bien perdre et arriver à 75 kilos, je vois mon problème. Je fais 80 et je voudrais arriver à 75. Vous voyez que l'écart est mesuré. D'accord? Si je livre un composant logiciel dans le monde professionnel avec 3 jours de retard, là encore une fois, c'est pas que je livre en retard à chaque fois en informatique, je livre en retard, c'est que précisément sur cette livraison, on a 3 jours de retard. Si je livre une proposition commerciale à mon client et qu'il y a 6 erreurs qui nécessitent un certain nombre d'allers-retours, encore une fois, je peux avoir mesuré un écart chiffré et mesurable. D'accord? Et vous voyez qu'à contrario de ça, si on dit l'équipe informatique livre encore en retard, c'est pas un problème, c'est une opinion. Et les opinions, effectivement, on en a tous, mais le problème, c'est que ces opinions, elles ne sont pas actionnables. On reste dans le flou, on reste dans le domaine du non factuel. D'accord? Donc on va voir effectivement que cet élément de mesure, il est essentiel et vous voyez que ça nous renvoie directement à la citation que je vous avais présentée juste avant de Deming: «Tout ce qui ne mesure pas ne s'améliore pas». Si on l'a pas mesuré, aucune chance de pouvoir l'améliorer. La deuxième question que je vais me poser cette fois-ci, c'est quel est l'impact? Quel est l'impact? Alors pour différentes personnes. D'abord, quel est l'impact de ce problème pour mes clients? Est-ce que ça va avoir un impact notamment sur la satisfaction de mes clients? Si je livre en retard, si je livre avec des erreurs, si je livre avec de façon incomplète, quel impact ça va pouvoir avoir pour mes clients? Le deuxième impact que ça va avoir, c'est également qu'on va mesurer, c'est celui pour l'entreprise. L'entreprise qui est aujourd'hui qui m'emploie. Là, le problème sur lequel je travaille, le fameux écart sur lequel je travaille, quel impact il va avoir pour l'entreprise, notamment souvent en termes financiers? Là, on va être plutôt sur, concrètement des euros, hein. Le fait de s'y prendre à plusieurs fois pour livrer quelque chose, pour livrer un composant, logiciel ou autre, bah, ça va nécessiter des retouches, effectivement, on va devoir corriger éventuellement des bugs ou autres et ça, bien sûr, ça se chiffre. Ça a un coût pour l'entreprise par rapport à livrer bon du premier coup. Et puis le troisième impact qu'on va pouvoir mesurer également, c'est l'impact pour les équipes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les équipes, souvent, quand elles rencontrent des obstacles, ça crée de la frustration, voire du stress ou de la démotivation. Donc c'est intéressant également de mesurer cet impact-là. Et vous voyez que cet impact, ça va nous permettre de nous dire, mais finalement, à quel type de problème on s'attaque? Est-ce que c'est un simple petit caillou dans la chaussure qui va être résolu comme ça en quelques minutes ou en quelques jours? Ou est-ce qu'on est sur un problème finalement de plus grande dimension qui concerne l'équipe, voire toute l'entreprise? Donc ça nous permet de dimensionner, de prendre conscience de l'importance de ce problème pour mes clients, pour l'entreprise et pour l'équipe. Toujours dans le plan, vous voyez que le plan, comme je vous avais dit, c'est l'étape qui consiste à poser le problème et en fait, c'est vraiment l'étape la plus longue. Une fois qu'on a bien posé, après, c'est c'est beaucoup plus simple. Donc toujours dans cette étape, on va chercher à comprendre, mais finalement, ce problème, dans le processus dans lequel on travaille aujourd'hui, où est-ce qu'il apparaît? Où est-ce qu'on le voit apparaître? Alors vous imaginez dans le lean, ça vient de l'industrie, donc ça correspond évidemment à des chaînes très identifiées, très visibles. Aujourd'hui, on travaille plutôt dans les services, effectivement. Les personnes qui sont aujourd'hui, en tout cas, connectées sur webinaire sont plutôt dans le domaine des services et donc dans les processus dans lesquels on travaille, bah, finalement, à quelle étape je vais voir ce rouge? Par exemple, si on est dans le développement logiciel, est-ce que c'est à l'étape de la conception, à l'étape du développement, à l'étape du test? À quel moment les problèmes sont visibles? C'est pas forcément là qu'on introduit, que la cause racine du problème apparaît, mais en tout cas, c'est là où on les voit apparaître. Et ça va être très important pour bien clarifier les choses. Très souvent, quand on travaille sur des PDCA, on a besoin de clarifier, en fait, de se dire: «Voilà, ce problème, il est de temps, l'impact est de temps et surtout, je le vois apparaître à tel endroit». Ça nous permet de bien, encore une fois, de bien poser, notre problème. Une fois qu'on a fait ça, toujours dans le plan, l'étape suivante, ça va être maintenant de se demander: «Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on rencontre ce problème?» Et donc, c'est l'étape de se poser à se poser pardon, sur les causes. Et donc, pour trouver les causes de notre problème,
On va commencer par formuler des hypothèses. Moi, je pense que c'est dû à ça, à telle et telle et telle raison. Et ces hypothèses de cause, il va falloir les confronter avec la réalité du terrain. Si je reviens sur mon problème de poids, je souhaite perdre 5 kilos, quelles sont les causes? Alors, je peux formuler des hypothèses, par exemple, c'est parce que je ne fais pas assez d'exercice, parce que je mange trop souvent du fromage, parce que je mange des sucreries, etc. Je bois du vin. Différentes hypothèses de cause. Pour l'instant, ce sont des hypothèses. Je vais devoir aller sur le terrain pour mesurer concrètement, sur une semaine, combien de kilomètres de marche à pied je fais ou de sport. Combien de morceaux de fromage je mange de chaque jour ou chaque semaine. Ça va me permettre d'avoir des éléments concrets et factuels qui vont pouvoir effectivement me permettre de déterminer, vous verrez en face, des actions. Et sur ces causes, on va aller encore un tout petit peu plus loin une fois qu'on les aura confrontées vraiment avec le terrain. Ce sera de se poser la question des causes racines. La cause racine, c'est vraiment la cause à l'origine du problème, celle qui vraiment va permettre de définitivement éradiquer le problème. Et pour trouver la cause racine, on a un outil qui est assez magique, qu'on utilise très souvent en lead management, c'est la règle des 5 pourquoi. En posant 5 fois la question pourquoi sur une cause, en fait, on va retomber très souvent à la cause racine. Alors parfois, c'est pas nécessaire d'aller jusqu'à la 5e fois, parfois la 3e ou la 4e, ça suffit. J'ai essayé de vous illustrer ça avec un exemple qui devrait vous clarifier les idées. Imaginons que je pars en vacances avec toute ma famille, je tourne la clé le 15 juillet, voilà, je tourne la clé de contact de la voiture, et là, la voiture ne démarre pas. Je me pose la question pourquoi? Premier niveau de pourquoi. Bah, la raison, manifestement, c'est qu'il n'y a plus d'électricité. Donc j'essaye de mettre en marche la ventilation, tout ça, ça marche pas. Donc effectivement, il n'y a plus d'électricité dans la voiture. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'électricité dans la voiture? Donc, le deuxième pourquoi, c'est parce que la batterie est vide. Très bien. Pourquoi est-ce que la batterie est vide? Bah, parce que je roule avec une batterie à moitié vide et je n'en ai aucune idée. Et pourquoi j'en ai aucune idée? Bah, parce que je ne suis pas garagiste. D'une part, je ne savais pas que ma batterie était à moitié vide, voire complètement vide. Et d'autre part, je ne savais pas qu'il fallait remplacer la batterie à certains moments dans la vie de ma voiture. Et vous voyez que là, on arrive à la cause racine. La cause racine, c'est qu'en fait, moi, je n'ai aucune idée de l'âge de ma batterie et je n'ai aucune idée de la date à laquelle il faut la remplacer. Est-ce que c'est tous les 2 ans, les 5 ans, les 10 ans? Parce que je ne suis pas un expert, je ne suis pas garagiste. Et là, voilà, vous voyez que si on s'arrête à la cause apparente, qui est plus de batterie, qu'est-ce que je fais? Bah, je remplace ma batterie, j'appelle un garagiste, un copain, un voisin qui va avoir un peu les outils pour me changer ma batterie. Là, je reste à la cause apparente. Je remplace, je mets un sparadrap. Si par contre, je m'intéresse à la cause racine, qui est effectivement, j'ai un déficit de connaissance sur l'entretien de ma voiture. Dans ce cas-là, je vais peut-être avoir des actions un petit peu différentes. Je vais pouvoir me dire, bah, tiens, ce serait peut-être pas mal que je m'achète un petit carnet à 1,50 € que je laisse dans la voiture. Et puis quand le garagiste va me changer la batterie, bah, je vais lui demander quand est-ce qu'il faudra que je la remplace pour la prochaine fois. Je pourrais éventuellement mettre un petit reminder dans mon agenda électronique. Et puis je pourrais lui poser la question également. Et dis donc, qu'est-ce qu'il faut que je change, qu'est-ce qu'il faut que je prévoie comme maintenance, comme réparation dans ma voiture pour les prochaines années? Le pot d'échappement, les plaquettes de frein, les amortisseurs. Ce qui me permettra effectivement d'anticiper un peu ces futurs remplacements, ces futures maintenances, et puis également de les budgéter. Donc vous voyez qu'en fonction de la cause, enfin de la cause racine pardon, qu'on attaque, hein, est-ce que c'est la racine ou est-ce que c'est la cause apparente, on n'a pas les mêmes actions en face. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent également dans le monde professionnel. Très souvent, je vois des systèmes informatiques notamment qui sont plantés, l'application ne marche plus. Hop, on regarde ce qui se passe, pourquoi elle ne marche plus? Bah, parce que le serveur d'application a été bloqué, voilà. Donc on redémarre le serveur d'application, l'application repart, tout le monde est content, hein, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? On sait pas pourquoi l'application s'est arrêtée. Souvent, en fait, quand on regarde la cause, en fait, bah, c'est parce que, le système de fichiers était plein. Ah, et pourquoi le système de fichiers était plein? Ah, bah, parce que l'application, elle génère tout un tas de fichiers journaux et que, en fait, il y a jamais de purge, donc ça augmente, ça augmente, ça augmente jusqu'à ce que le disque soit saturé. Et puis comme il y a aucune purge, bah, au bout d'un moment, le disque est saturé et donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, on rajoute un peu d'espace disque. Voilà. Vous voyez qu'on ne s'est pas attaqué à la cause racine. La cause racine, c'est pourquoi le disque dur est saturé, effectivement, c'est parce qu'il y a ces fichiers journaux. Et donc si on décide de s'attaquer et de vraiment éradiquer le problème, on va peut-être se poser la question de comment est-ce qu'on va pouvoir purger régulièrement ce disque de manière à ce qu'il évite d'être plein. Et cette fois-ci, le serveur n'aura plus, en tout cas, cette panne due à l'espace disque qu'il avait rentré auparavant. D'accord? Donc d'un côté, on fait un simple redémarrage, on met juste un sparadrap, et de l'autre, on s'attaque aux causes racines. Alors très souvent,
en fait, on essaye de faire, quand on accompagne les équipes, on essaie de faire les 2. C'est-à-dire qu'on essaie de réparer très vite, donc de changer les batteries ou de redémarrer l'application, mais en parallèle, on n'oublie pas également de s'attaquer à la cause racine et d'aller se poser la question plusieurs fois du pourquoi, jusqu'à trouver vraiment l'origine du problème. Parce qu'encore une fois, on veut éradiquer le problème. On ne veut pas juste faire un pansement. Et une fois qu'on a fini cette étape de recherche des causes, on est prêt pour attaquer l'étape suivante du PDCA. Parce que jusqu'à maintenant, on était toujours encore sur le fait de poser le problème. Et vous voyez que c'est vraiment c'est là que vraiment il y a tout le plus gros effort à faire sur le PDCA. Donc l'étape suivante, ça va consister à prendre chacune des causes qu'on a identifiées précédemment et à de mettre en place des actions d'amélioration. Volontairement, je parle d'actions à expérimenter parce que ce ne sont pas encore des solutions. On va essayer des choses et on va voir si ça marche. Et ça, ce sera l'étape suivante, l'étape du check. Donc cette idée, cette fois-ci, c'est d'expérimenter différentes choses. Si je reviens à mon exemple de perte de poids, par exemple, je vais pouvoir expérimenter une première semaine, je ne sais pas, de baisser le nombre de morceaux de fromage que je mange. La semaine suivante, je vais pouvoir effectivement voir si par rapport à l'exercice, je peux faire un petit effort et marcher un peu plus, faire un peu de sport. Et puis chaque semaine, ça va me permettre de mesurer l'impact finalement de cette action. Parce que si je choisis de faire toutes les actions en même temps, vous imaginez bien que c'est difficile de savoir finalement laquelle a vraiment porté ses fruits. Donc autant que possible, les actions, on essaye de les séquencer de manière à ce qu'on puisse vérifier dans l'étape suivante, et là je fais le lien avec le check, cette fois-ci la troisième étape, quelle est celle qui a permis d'améliorer la situation. Donc très naturellement, l'étape du check, en anglais le fait de vérifier, c'est l'étape dans laquelle on regarde si effectivement notre écart initial, est-ce qu'il est complètement résorbé ou est-ce qu'il reste encore de la marge de progression à faire. S'il est complètement résorbé, c'est génial, notre PDCA est quasiment bouclé. S'il reste encore par contre un écart, parce qu'on n'a pas complètement résolu la situation, ça veut dire qu'on fait encore un tour de roue, cette fameuse roue de Deming, on la fait tourner encore une fois, et on va se poser la question peut-être d'autres causes qu'on n'avait pas identifiées au départ, ou d'autres actions à essayer qui vont permettre d'améliorer complètement et d'arriver à la situation cible. Donc vous voyez que vous voyez l'importance de poser dans le problème sous forme d'écart, parce que c'est ce qui va nous permettre en fait de vérifier si l'amélioration a marché ou pas. Très souvent, effectivement, on observe des plans d'action parce qu'on a une situation qui n'est pas satisfaisante à la base, donc on fait des plans d'action, mais on oublie de mesurer. On oublie de mesurer si effectivement ça a amélioré ou pas la situation initiale. Dernière étape de notre PDCA, c'est le ACT, donc le A. Le acte, c'est finalement se poser la question de qu'est-ce qui va pouvoir ancrer cette amélioration? Quelles vont être les prochaines étapes pour que définitivement on adopte cette amélioration dans le futur? Que ce soit à l'échelle de mon équipe, la généraliser à l'échelle d'une équipe, d'un service ou même de toute l'entreprise. Par exemple, dans ma perte de poids, c'est comment je vais pouvoir pérenniser le fait d'avoir atteint mes 75 kilos. Plutôt que de faire le yo-yo entre les vacances et puis l'année, le restant de l'année, comment est-ce que finalement je peux adopter des bonnes pratiques pour rester à 75 kilos toute l'année plutôt que de faire le yo-yo en permanence. Et donc, ce qui m'évitera notamment d'avoir à changer de garde-robe régulièrement. Pour nous aider sur le acte, pour nous aider à diffuser et à ancrer ces nouvelles pratiques, on a une petite technique, un moyen mnémotechnique qui est les 3 A. Les 3 A, c'est finalement quelles sont les pratiques que je vais vouloir adopter, les nouvelles pratiques que je vais vouloir adopter au sein de mon équipe, par exemple, celles que je vais vouloir adapter et celles que je vais vouloir abandonner. Un moyen, effectivement, mnémotechnique, pour se souvenir finalement comment on diffuse ce PDCA, enfin ces nouvelles, en tout cas ces nouvelles pratiques au sein d'un cercle, on va dire, plus large. On a terminé pour vous présenter le cycle du PDCA. Pour aller un tout petit peu plus loin et rendre les choses encore plus concrètes, je vais vous présenter deux exemples. Deux exemples très différents. L'un qui vient du monde des services et plus particulièrement d'une équipe dans le domaine de la vente, de la vente à distance. Et puis un deuxième exemple dans l'informatique. Alors on commence par l'exemple dans la vente. Première étape, avec l'équipe, on pose bien le problème. Donc, c'est l'étape du plan. On est dans un contexte d'une équipe de télévendeurs. Donc, on a 5 télévendeurs dans une équipe qui font des appels pour vendre un certain produit. Et cet appel dure trop longtemps. Alors, trop longtemps, c'est pas mesurable. Donc, évidemment, on arrive sur un écart mesurable. Et on voit que cet écart, il est de 14 minutes. En principe, un appel devrait durer autour de, voilà, de 28 minutes. Et voilà, en gros, on dépasse la durée.
Alors, comme vous savez qu'on on va sur le terrain, on essaie de mesurer les choses très concrètement, on reste sur des choses factuelles. On a une équipe de stars, hein, vous avez vu, c'est Beyoncé, Mary J. Blige, Missy Elliott, vraiment des stars de la vente. Et on a mesuré, vous voyez, ce qu'on appelle la colonne en rouge, c'est tous les appels qui sont trop longs. Donc on a des appels à 39 minutes, 44 minutes. Voilà, c'est ce qui nous a permis de mesurer l'écart moyen. Donc notre problème, c'est de baisser l'écart de 14 minutes pour les appels. Alors, dans cet exemple, je vais passer l'étape des impacts et puis vous savez, du processus, parce que c'est juste pour des histoires de timing, parce qu'on ne pourrait pas avoir tout en détail dans le PDCA. Donc, je vous propose d'aller directement sur la partie des causes. Pourquoi est-ce on a cet écart? Donc, avec le manager et avec l'équipe, on a identifié un certain nombre de causes qu'on a mesurées vraiment sur le terrain. La première des causes, c'est que la plupart des télévendeurs qu'on a pu écouter ne respectent pas complètement la trame. Voilà, ils se laissent déborder. Il y a une trame très précise quand on est en situation de vente, avec différentes étapes. Et donc, les personnes, effectivement, les vendeurs ont du mal à suivre cette trame. Donc ça, on l'a observé 10 fois. Donc, c'est une récurrence importante. La deuxième chose, c'est que les appels, il y a 8 occurrences dans lesquelles on a un manque de directivité. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait sur le sujet, on se laisse un peu emmener par le futur client. Et donc, ça veut dire qu'évidemment, si on se laisse emmener, on ne maîtrise pas complètement le fil conducteur et évidemment, ça dépasse en termes de timing. Et puis, on a également des problématiques liées voilà, ce qu'on appelle au verrouillage et à des termes, ce qu'on appelle les mots noirs, qui impliquent voilà, des éléments assez négatifs dans l'appel. Donc, on a identifié les différentes causes. Maintenant, pour chacune de ces causes, le manager de l'équipe, avec un certain nombre de personnes dans son équipe, va mettre en place des actions pour essayer d'éliminer ces causes ici identifiées. Donc, dans l'étape du do, on a le manager qui s'appelle Dr. Dre, qui donc a fait 2 actions principales. Lui, d'abord, il a fait des simulations d'appels avec chacun de ses télévendeurs. Il les a mis en situation d'appel pendant 30 minutes. Et donc, il a essayé, bien sûr, pendant ces 30 minutes, de les chahuter un peu, de les emmener justement, de les faire sortir exprès pour les obliger à garder leur timing et leur trame. Ça, c'était une première action. Ensuite, il a fait également des actions de double écoute. C'est-à-dire qu'il était aux côtés d'un télévendeur, en écoute sur l'appel. Puis pendant l'appel, il pouvait, avec un système de messagerie, lui envoyer des petites aides, des petits tips pour l'aider, ce qui fait que le télévendeur se sentait un peu voilà, aidé, rassuré par l'expertise de son manager. Et puis du côté des télévendeurs, bah, ils ont fait aussi des choses qu'ils ne faisaient pas avant, c'est que tout simplement, ils ne se chronométraient pas. En fait, ils étaient notamment dans un contexte de télétravail, donc il n'y avait pas tous les outillages qu'il y avait les bureaux habituels. Donc là, ils se sont efforcés d'avoir leur téléphone, leur smartphone ouvert avec une horloge qui défile. Et puis également, ils ont fait un peu de ménage dans tous les scripts qu'ils ont besoin parce qu'ils n'avaient pas forcément tout sous les yeux. Voilà, ils n'ont pas pu imprimer les scripts notamment. Donc des actions très simples, mais qui ont permis d'améliorer leur confort de travail voilà, pour passer leurs appels. Et donc on passe à l'étape suivante, on a mis en place ces actions, on regarde maintenant quel impact ça va avoir. Alors en 3 semaines, l'équipe, elle a diminué, vous voyez, elle est passée de 42 minutes à 37 minutes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On voit qu'effectivement, ces actions ont permis de réduire le temps d'appel. On n'est pas encore à la cible, qui était de 28 minutes, mais en tout cas, il y a une nette amélioration. Donc là, il y a encore d'autres tours de PDCA à trouver. Ce qui est intéressant également dans le chèque, c'est qu'on voit qu'il y a une des vendeuses, pour Beyoncé en l'occurrence, qui a vendu 4 contrats de plus. Alors 4 contrats de plus, c'est beaucoup puisque ce sont des personnes qui vendent entre 5 et 10 contrats par semaine. Donc vous voyez, c'est quasiment 50% de plus. Donc le fait de diminuer le temps d'appel, bah, ça veut dire qu'on peut faire plus d'appels et puis ça veut dire qu'aussi les appels sont plus efficaces puisqu'il y a moins de dispersion. Donc c'est un effet en plus qu'on n'attendait pas, mais ce qui est directement lié à la vente. Dernière étape de notre PDCA, c'est le acte. Et alors dans le hack, c'est intéressant parce que le manager, en travaillant sur ce sujet finalement de bien tenir ce qu'on appelle le time boxing, hein, bien tenir son appel, bah, il s'est rendu compte que lui, dans ses pratiques aussi d'animation d'équipe, il avait des progrès à faire. Notamment son point du matin, il durait de 22 à 30 minutes, ce qui était beaucoup trop long. C'était un point du matin, ça doit durer entre 10 et 15 minutes maximum. Donc là, encore une fois, il avait un écart. Et il s'est rendu compte bah, qu'il avait des points d'amélioration. Et donc, il a fait une sorte de petit PDCA dans le PDCA pour mieux préparer son brief, limiter le nombre de sujets, faire du time boxing avec son équipe. Et ça lui a permis, à l'arrivée, de gagner 1h40, 1h40 par jour pour toute l'équipe. Donc à la fin de la semaine, c'est pas loin d'une journée de travail finalement qui ont été gagnés, juste parce que finalement on s'est intéressé tout à coup à ce sujet de comment bien gérer son temps sur les appels d'un télévendeur. Voilà, donc 1er exemple très concret, hein, c'est un exemple réel d'équipe que j'ai pu accompagner dans la vente. Bon, j'ai volontairement un tout petit peu simplifié le sujet pour qu'il soit présentable en quelques minutes, mais en tout cas, c'est un vrai sujet.
Comme je vois que je suis court également sur le timing, il faut que je me presse un peu. Deuxième exemple, on est dans une équipe de développement chez un éditeur informatique, un éditeur de logiciels dans le domaine de la sécurité, ouais, c'est une sécurité notamment pour les aéroports. Donc on est face à une équipe informatique qui customise un logiciel qui est développé par une équipe, de R&D. Et là, moi, j'accompagne les gens qui sont chargés de la personnalisation de ces composants en vue de les livrer aux clients. Et donc l'équipe a un problème qui est la qualité de ses livrables. La qualité des livrables est pas au niveau de qualité attendu, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de bugs, d'anomalies qui sont contenues dans chacun des livrables. Donc première étape, le plan, on va commencer par mesurer cet écart. Et cet écart, en fait, pour faire ça, on va mesurer simplement sur les 3 dernières itérations, puisqu'ils sont organisés en sprint, les bugs échappés, ce qu'ils appellent les bugs échappés. En ligne, on appelle ça des bacs rouges. Ce sont les défauts qui ont été livrés au client. Et on constate que sur les 3 derniers sprints, donc 3 dernières itérations, il y a eu 27 bacs rouges. Donc là, on est sur quelque chose de mesurable, de factuel. Et sur ces 27 anomalies, je vais faire un petit atelier avec l'équipe pour faire ce qu'on appelle un Pareto. Un Pareto, ça consiste à voir où se trouve la récurrence. Et alors, vous voyez, ce Pareto, à l'époque, on n'était pas en distanciel, on était avec des vrais post-it. On constate que la tête du Pareto, ce qui est le plus fréquent, c'est qu'on a 8 occurrences d'un problème qui est lié à des bugs sur le produit générique. Donc, c'est le fameux produit qui est développé par l'équipe en centrale, donc pas l'équipe que j'accompagne. Donc, ça, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est actionnable pour nous. Mais juste après ce problème sur les bugs génériques, c'est un problème qui est par contre sur le bug des cas aux limites qui ne sont pas pris en compte. En fait, l'équipe m'explique que, il y a plein de bugs qu'ils ne voient pas parce que, dans leur système est un peu compliqué, mais ils travaillent avec des caméras et cetera, des appareils photo, tout un tas de périphériques. Et quand ils sont sur leur poste de développement, ils n'ont pas tout cet équipement autour d'eux. Donc en fait, ils ont développé ce qu'ils appellent des bouchons, des systèmes qui vont simuler une caméra ou un portail électronique. Et ces bouchons, en fait, ne prennent pas en compte tout un tas de cas aux limites. Il y a les cas un peu simples, quand ça marche et quand ça ne marche pas, mais il n'y a pas les cas d'erreur. Ce qui fait que du coup, ils laissent passer tout un tas de bugs. Donc, deuxième famille, deuxième piste intéressante. Troisième élément, ce sont les specs qui sont non respectés. Donc l'aspect était clair, c'était écrit dans la spec, mais les développeurs, ils ont pas vu la spec, ils ont pas testé ce cas-là, ils l'ont pas vu. Et puis il y a d'autres cas également dans lesquels les specs sont pas clairs. Une fois qu'on a vu ça, je propose à l'équipe, bon, comment est-ce qu'on s'y prend pour attaquer ces différents problèmes. Alors on s'intéresse d'abord aux cas aux limites. Alors je demande à une des personnes, un développeur, Yacine, je lui dis, alors, qu'est-ce que tu proposes pour les cas aux limites? Comment est-ce qu'on pourrait faire? Oh, est-ce qu'on pourrait peut-être développer les fameux bouchons qui nous manquent? Ok, très bien, Yacine, combien de temps ça te prendrait pour développer les bouchons? Oh, il dit Thomas, les bouchons, moi j'en ai pour 2 heures, quoi. C'est vraiment pas compliqué, hein. Il y en a une dizaine, de toute façon, il y en a une dizaine à faire, c'est super rapide à développer. Ok, on passe au plan d'action. L'équipe, elle décide d'enrichir ces fameux bouchons avec 10 codes erreurs possibles. Donc c'est la première action d'amélioration. Deuxième action, par rapport aux specs qui sont non respectés, puisqu'on avait trois bugs qui étaient liés à des tests specs non respectés. La personne qui est en charge des tests, ce qu'elle propose aux développeurs, c'est de dire plutôt que moi j'utilise les cas tests simplement à la fin, juste une fois que vous me livrez les composants, ce que je peux faire, c'est au début, quand vous commencez vos développements, moi je vais vous fournir les cas de tests également, et notamment les cas de tests limites, ceux qui sont un peu touchy. Je vous les mettrai bien en évidence avec la user story de manière à ce que vous puissiez les passer de votre côté. Très bien, on essaye ça, on met en place ces deux actions, et dans l'itération suivante, on fait le check pour voir effectivement ce que ça a donné. Et là, je vous assure, c'est pas c'est pas pour faire beau dans les slides, l'équipe n'a remonté aucun bug. Alors, on a eu de la chance parce que ça veut dire on n'a pas eu de bug lié aux produits génériques qui sont apparus dans cette itération-là, mais effectivement, l'équipe, surtout, en tout cas sur les 2 cas qu'elles avaient identifiés, elle n'avait aucune remontée sur le sprint suivant. Donc là, le check était plus satisfaisant. Et vous voyez que c'est ce qu'on fait en fait d'itération en itération. On regarde effectivement quels sont les fameux bacs rouges, c'est-à-dire ces bugs qu'on n'a pas vus, et on met en place, une fois qu'on a identifié les causes, on met en place des actions d'amélioration. Et donc, elles ont décidé d'ancrer cette pratique définitivement et maintenant d'ajouter systématiquement dans leur ticket les fameux cas de test. Voilà. Donc, autre exemple complètement différent, dans un contexte différent, sur l'informatique. J'en ai terminé avec mes exemples. Je vous propose de récapituler un petit peu ce qu'on a vu sur la démarche du PDCA. Donc, première étape, c'est le plan. C'est l'étape la plus longue, la plus importante qui permet de poser le problème sous forme d'écart, d'aller chercher les causes racines. Deuxième étape, ce sont les actions d'amélioration, ce qu'on va tester. Le check va nous permettre de vérifier si ça a fonctionné. Et le act, c'est comment on pérennise avec nos fameux 3A.
Si vous souhaitez maintenant expérimenter cette démarche du PDCA et donc vous dire, bah, tiens, moi j'ai plein de problèmes, j'ai plein d'opportunités, plein de problèmes. Le problème, c'est de comment je commence, comment est-ce que je vais pouvoir démarrer et par quel problème je vais pouvoir commencer. Je vais vous donner quelques petites recommandations pour se lancer. D'abord, hop, essayez de choisir un problème qui a un vrai impact pour vos clients ou votre équipe. Voilà, quelque chose qui vaut la peine d'y passer 1 heure ou 2 pour effectivement construire ce PDCA. Deuxième chose, essayez de mesurer si ça a un impact du coup en termes de qualité de service, de satisfaction client, de délai. Comment est-ce que vous allez pouvoir mesurer finalement votre écart? Est-ce que c'est un écart en euros? Est-ce que c'est un écart en délai, en nombre de jours finalement qu'on a pu gagner? Et puis dernière chose, surtout la plus importante, est-ce que cet obstacle, est-ce que cette action d'amélioration, est-ce qu'elle est actionnable à votre niveau? Hein, si vous choisissez des sujets qui sont liés à votre management ou à l'équipe qui est en amont, ou alors au système d'information sur lequel vous vous reposez qui ne marche pas bien, malheureusement, souvent, ce ne sont pas des choses qui sont actionnables. Hein. Vous avez vu que moi, les 2 PDCA que je vous ai présentés, ce sont des choses qui étaient actionnables à la main de l'équipe, en dépensant 0 € ou quasiment. Hein. Ce sont simplement des actions d'organisation ou de formation avec les équipes. Voilà, essayez de penser à avoir des choses qui soient dans votre périmètre. Et puis, je voudrais terminer par cette citation que je trouve très intéressante. C'est le World Economic Forum qui avait expliqué qu'effectivement, la résolution de problèmes complexes, et là on est vraiment sur cette démarche de résolution de problèmes complexes, c'est une compétence clé, de plus en plus qui est reconnue. Hein. Donc c'est un vrai atout aussi aujourd'hui dans vos carrières respectives et dans votre job, de savoir poser un problème correctement, parce que c'est aussi un moyen de communiquer souvent ce problème. Un PDCA, ça tient sur une feuille A4 ou A3, et c'est quelque chose qu'on peut communiquer très facilement à un manager, à un collègue, à une équipe. C'est très factuel et ça, voilà, ça permet de clarifier une situation et de matérialiser l'amélioration très, très facilement. Donc c'est un élément également de communication très intéressant. On est un tout petit peu débordé de 2 minutes, donc je vous propose de passer aux questions. Si vous voulez utiliser le fil, le chat Zoom. Alors, on a déjà une question de Christophe Mouton. Oui, alors lorsqu'on a plusieurs cas de problème, différents bugs sur l'application, faut-il créer un PDCA pour prendre tous les sujets ensemble ou créer plusieurs PDCA spécifiques à chaque sujet? Alors effectivement, c'est une super bonne question. Vous avez vu que dans le cas que je vous ai présenté, on avait un ensemble de bugs sur lesquels on voyait de la récurrence. Donc là, on s'est attaqué à une famille de sujets, parce que ça s'y prêtait bien, parce qu'on voit qu'on a cette récurrence. Dans d'autres cas, ça nous arrive de faire un PDCA sur un sujet en particulier. Par exemple, sur un gros incident de production, un serveur qui a planté, qui a entraîné un défaut de service pendant plusieurs heures, qui a pu avoir un impact important. Et ben, ça effectivement, ça mériterait peut-être d'avoir un PDCA dédié, parce que l'impact est tellement important, et il est survenu probablement sans qu'on le voit arriver, qu'effectivement, ça vaut la peine de dédier une action d'amélioration spécifique. Et c'est très souvent ce qu'on fait sur les incidents de production. Donc voilà, il n'y a pas de règle, tout dépend de voir si effectivement il y a de la complexité en fait des problèmes à laquelle vous attaquez. Alors, On- Xavier, oui, un collègue d'Opérail, très bien. Xavier, alors sous quel délai une action de résolution de problème peut-elle donner des résultats probants? Alors ça, c'est intéressant. Je vais vous parler très concrètement. Le PDCA sur l'informatique, l'informatique dont je vous ai parlé, on l'a mis en place. L'atelier pour faire le PDCA, ça nous a pris 1 heure et demie. Les actions, ça leur a pris quelques heures après. Donc au global, c'est un investissement de, allez, je dirais 4 heures, oui 4 heures maximum. Le premier PDCA par contre que je vous ai présenté sur les télévendeurs, ça s'est étalé sur, je crois qu'au total, c'était à peu près 4 semaines, parce qu'il y avait un accompagnement également en ligne. Donc on était plutôt sur vous l'avez vu, hein, d'ailleurs, c'était un problème à l'échelle d'une équipe, donc avec effectivement des actions qui impliquaient beaucoup d'actions, notamment du manager. Donc là, on était plutôt sur une échelle d'un mois. Donc encore une fois, tout dépend de la taille des problèmes. Il y a des petits problèmes qu'on peut résoudre vraiment en quelques jours, parce que c'est vraiment à notre main, et puis des éléments qui nécessitent plus d'actions de formation notamment, et qui eux vont voilà, l'idée serait partir sur plusieurs semaines. OK, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous de votre présence, et puis pour ceux que ça intéresse, je vous enverrai également les slides si vous le souhaitez, un petit booklet avec les slides, et puis nous mettrons effectivement, oui, je vois une question de l'enregistrement. Nous mettrons également à disposition l'enregistrement. Il sera probablement publié sur YouTube. Merci beaucoup. Merci à tous. Très bonne journée.